Le physicien ne peut demander à l'analyste de lui révéler une vérité nouvelle. Tout au plus, celui-ci pourrait-il l'aider à la pressentir. Il y a longtemps que personne ne songe plus à devancer l'expérience, ou à construire le monde de toutes pièces sur quelques hypothèses hâtives. De toutes ces constructions, où l'on se complaisait encore naïvement il y a un siècle, il ne reste plus aujourd'hui que des ruines. Toutes les lois sont donc tirées de l'expérience. Mais pour les énoncer, il faut une langue spéciale. Le langage ordinaire est trop pauvre, il est d'ailleurs trop vague pour exprimer des rapports si délicats, si riches et si précis. Voilà donc une première raison pour laquelle le physicien ne peut se passer des mathématiques. Elles lui fournissent la seule langue qu'il puisse parler. Et ce n'est pas une chose indifférente qu'une langue bien faite. Pour ne pas sortir de la physique, l'homme inconnu qui a inventé le mot chaleur a voué bien des générations à l'erreur. On a traité la chaleur comme une substance, simplement parce qu'elle était désignée par un substantif, et on l'a cru indestructible. En revanche, celui qui a inventé le mot électricité a eu le bonheur immérité de doter implicitement la physique d'une loi nouvelle, celle de la conservation de l'électricité, qui, par un pur hasard, s'est trouvée exacte, du moins jusqu'à présent. Eh bien, pour poursuivre la comparaison, les écrivains qui embellissent une langue, qui la traitent comme un objet d'art, en font en même temps un instrument plus souple, plus apte à rendre les nuances de la pensée. On comprend alors comment l'analyste, qui poursuit un but purement esthétique, contribue par cela même à créer une langue plus propre à satisfaire le physicien. Mais ce n'est pas tout. La loi sort de l'expérience, mais elle n'en sort pas immédiatement. L'expérience est individuelle, la loi qu'on en tire est générale. L'expérience n'est qu'approchée, la loi est précise, ou du moins prétend l'être. L'expérience se fait dans des conditions toujours complexes. L'énoncé de la loi élimine ces complications. C'est ce qu'on appelle corriger les erreurs systématiques. En un mot, pour tirer la loi de l'expérience, il faut généraliser. C'est une nécessité qui s'impose à l'observateur le plus circonspect. Mais comment généraliser ? Toute vérité particulière peut évidemment être étendue d'une infinité de manières. Entre ces 1000 chemins qui s'ouvrent devant nous, il faut faire un choix, au moins provisoire. Dans ce choix, qui nous guidera ? Ce ne pourra être que l'analogie. Mais que ce mot est vague ! L'homme primitif ne connaît que les analogies grossières, celles qui frappent les sens, celles des couleurs ou des sons. Ce n'est pas lui qui aurait songé à rapprocher, par exemple, la lumière de la chaleur rayonnante. Qui nous a appris à connaître les analogies véritables, profondes, celles que les yeux ne voient pas et que la raison devine ? C'est l'esprit mathématique, qui dédaigne la matière pour ne s'attacher qu'à la forme pure. C'est lui qui nous a enseigné à nommer du même nom des êtres qui ne diffèrent que par la matière, à nommer du même nom, par exemple, la multiplication des quaternions et celle des nombres entiers. Si les quaternions, dont je viens de parler, n'avaient été si promptement utilisés par les physiciens anglais, bien des personnes n'y verraient sans doute qu'une rêverie oiseuse. Et pourtant, en nous apprenant à rapprocher ce que les apparences séparent, ils nous auraient déjà rendus plus aptes à pénétrer les secrets de la nature. Voilà les services que le physicien doit attendre de l'analyse. Mais pour que cette science puisse les lui rendre, il faut qu'elle soit cultivée de la façon la plus large, sans préoccupation immédiate d'utilité. Il faut que le mathématicien ait travaillé en artiste. Ce que nous lui demandons, c'est de nous aider à voir, à discerner notre chemin dans le dédale qui s'offre à nous. Or, celui qui voit le mieux, c'est celui qui s'est élevé le plus haut. Les exemples abondent, et je me bornerai au plus frappant. Le premier nous montrera comment il suffit de changer de langage pour apercevoir des généralisations qu'on n'avait pas d'abord soupçonnées. Quand la loi de Newton s'est substituée à celle de Kepler, on ne connaissait encore que le mouvement elliptique. Or, en ce qui concerne ce mouvement, les deux lois ne diffèrent que par la forme. On passe de l'une à l'autre par une simple différenciation. Et cependant,
De la loi de Newton, on peut déduire, par une généralisation immédiate, tous les effets des perturbations et toute la mécanique céleste. Jamais au contraire, si l'on avait conservé l'énoncé de Kepler, on aurait regardé les orbites des planètes troublées, ces courbes compliquées dont personne n'a jamais écrit l'équation, comme les généralisations naturelles de l'ellipse. Les progrès des observations n'auraient servi qu'à faire croire au chaos. Le second exemple mérite également d'être médité. Quand Maxwell a commencé ses travaux, les lois de l'électrodynamique admises jusqu'à lui rendaient compte de tous les faits connus. Ce n'est pas une expérience nouvelle qui est venue les infirmer. Mais, en les envisageant sous un biais nouveau, Maxwell a reconnu que les équations deviennent plus symétriques quand on y ajoute un terme. Et d'autre part, ce terme était trop petit pour produire des effets appréciables avec les méthodes anciennes. On sait que les vues a priori de Maxwell ont attendu 20 ans une confirmation expérimentale. Ou, si vous aimez mieux, Maxwell a devancé de 20 ans l'expérience. Comment ce triomphe a-t-il été obtenu ? C'est que Maxwell était profondément imprégné du sentiment de la symétrie mathématique. En aurait-il été de même si d'autres n'avaient pas avant lui recherché cette symétrie pour sa beauté propre ? C'est que Maxwell était habitué à penser en vecteurs. Et pourtant, si les vecteurs se sont introduits dans l'analyse, c'est par la théorie des imaginaires. Et ceux qui ont inventé les imaginaires ne se doutaient guère du parti qu'on en tirerait pour l'étude du monde réel. Le nom qu'ils leur ont donné le prouve suffisamment. Maxwell, en un mot, n'était peut-être pas un habile analyste, mais cette habileté n'aurait été pour lui qu'un bagage inutile et gênant. Au contraire, il avait au plus haut degré le sens intime des analogies mathématiques. C'est pour cela qu'il a fait de bonnes physiques mathématiques. L'exemple de Maxwell nous apprend encore autre chose. Comment faut-il traiter les équations de la physique mathématique ? Devons-nous simplement en déduire toutes les conséquences et les regarder comme des réalités intangibles ? Loin de là. Ce qu'elles doivent nous apprendre surtout, c'est ce qu'on peut et ce qu'on doit y changer. C'est comme cela que nous en tirerons quelque chose d'utile. Le troisième exemple va nous montrer comment nous pouvons apercevoir des analogies mathématiques entre des phénomènes qui n'ont physiquement aucun rapport ni apparent ni réel, de telle sorte que les lois de l'un de ces phénomènes nous aident à deviner celles de l'autre. Une même équation, celle de Laplace, se rencontre dans la théorie de l'attraction newtonienne, dans celle du mouvement des liquides, dans celle du potentiel électrique, dans celle du magnétisme, dans celle de la propagation de la chaleur et dans bien d'autres encore. Qu'en résulte-t-il ? Ces théories semblent calquées l'une sur l'autre. Elles s'éclairent mutuellement, en s'empruntant leur langage. Demandez aux électriciens s'ils ne se félicitent pas d'avoir inventé le mot de flux de force, suggéré par l'hydrodynamique et la théorie de la chaleur. Ainsi, les analogies mathématiques non seulement peuvent nous faire pressentir les analogies physiques, mais encore ne cessent pas d'être utiles quand ces dernières font défaut. En résumé, le but de la physique mathématique n'est pas seulement de faciliter aux physiciens le calcul numérique de certaines constantes, ou l'intégration de certaines équations différentielles. Il est surtout, de lui faire connaître l'harmonie cachée des choses, en les lui faisant voir d'un nouveau biais. De toutes les parties de l'analyse, ce sont les plus élevées, ce sont les plus pures, pour ainsi dire, qui seront les plus fécondes entre les mains de ceux qui savent s'en servir.